Alors, chapitre trigonométrique, dont c'est le dernier de l'année. Alors, j'ai commencé par vous mettre un rappel sur les fonctions cosinus et sinus. Alors déjà, je précise, je rappelle comment on définit le cosinus x et le sinus x. Quand on dit cos x et sin x, qu'est-ce que c'est que le x? Eh bien, le x peut prendre toutes les valeurs réelles. Et x est un angle en radian. Alors, comment on définit le radian? Eh bien, en fait, c'est un réel qu'on vient enrouler sur le cercle. Donc ici, vous avez la droite des réels, tous les réels possibles. Et vous voyez que ce x peut venir ici, si on l'enroule sur le cercle, il vient en une certaine position sur le cercle. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs réels différents qui peuvent venir à la même position sur le cercle. Et ensuite, pour lire cos x et sin x, eh bien, cos x, c'est l'abscisse de ce point-là, et sin x, c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc voilà comment on définit le cosinus et le sinus. Bon, mais ça, c'est des choses que vous savez déjà. Alors, à partir de là, on peut donner des valeurs simples de cos 0, sin 0, etc. Donc, si je me replace sur le cercle, cosinus de 0, donc on va placer 0 sur le cercle. Alors, 0 sur la droite des réels, il est là, et sur le cercle, bah, du coup aussi. Cos de 0, c'est l'abscisse de ce point, c'est donc 1. Sinus de 0, c'est l'ordonnée de ce point, c'est donc 0. Donc je vous laisse remplir les valeurs qui sont là. Et les premières propriétés qui viennent quand on a donné cette définition, c'est que, vous voyez, cos et sin, puisque c'est les abscisses de points qui sont sur le cercle, le cosinus et le sinus, ils sont toujours compris entre moins 1 et 1. Ensuite, on a la formule que vous connaissez et qu'il faut vraiment connaître par cœur, qui est cos carré x plus sinus carré x est égal à 1. Et puis bien sûr, comme le cercle, la circonférence du cercle fait 2π, si vous avez x qui est placé, quand vous rajoutez 2π, vous retombez exactement au même endroit. Et donc cos de x plus 2π c'est cos x, sinus de x plus 2π c'est sin x. En fait, on dit que la fonction cos est 2π périodique et la fonction sin aussi. On reverra ça plus tard. Donc ici, la notation cos carré x, je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs j'ai dit cos carré x. En fait, c'est cos de x au carré. Vous voyez, là c'est marqué cos x, mais il faudrait même mettre des parenthèses autour du x. C'est cosinus de x. C'est surtout pas cos fois x. Ça voudrait rien dire cos fois x. C'est cosinus de x, c'est une fonction élevée au carré. Parfois on met juste cos carré x. Voilà. Et donc la propriété à connaître, si je la réécris, ça donne ça. Cos carré plus sin carré égale. Je vous redonne les valeurs remarquables du cos et du sin, dont vous devez vous rappeler. Donc voilà, je vous ai remis ici un cercle trigo avec les valeurs remarquables et les cosinus et sinus correspondants. Donc vous pouvez refaire fonctionner ce cercle. Remarquez que par exemple, moins 3π sur 4, c'est pareil que 5π sur 4 au niveau de la position sur le cercle. Voilà, je vous laisse regarder ce cercle et puis le garder en mémoire. Et j'ai aussi remis les formules des angles associés qu'il faut connaître et surtout qu'il faut être capable de retrouver. Donc pour les retrouver, c'est simple, vous faites ce schéma-là, c'est-à-dire vous prenez un petit x ici, un angle pas trop grand, et vous pouvez placer moins x, pi plus x, et à partir de là, c'est facile de retrouver, par exemple, sinus de pi moins x. Si x est ici, on sait que pi est là, donc pi moins x est là, et on se revoit que le sinus de pi moins x, c'est le même que celui de sinus x. Voilà, on peut retrouver toutes ces formules assez facilement si on sait faire ce cercle. Alors on en vient maintenant à la leçon qui concerne plus les terminales. Donc, alors là le téléphone sonne, donc je fais une petite pause. Oui, donc je reprends dérivabilité des fonctions cosinus et sinus. Donc c'est sûrement quelque chose qu'on a déjà évoqué. Fonctions cosinus et sinus, elles sont dérivables sur R, et la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, la dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc voilà, ça maintenant, il faut connaître ça par cœur. Si u, et on peut faire à l'envers, une primitive de sin x, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de sin x? Ça serait moins cos x. Et une primitive de cos x, eh bien, ça serait sin x.
Alors, si c'est pas la fonction sinus x ou cos x tout à fait, mais qu'on a par exemple, comme dans l'exemple que j'ai mis après, sinus de 2x plus pi sur 4. En fait, c'est une fonction qui est du type sinus de u de x, ou on peut avoir cosinus de u de x. Eh bien, ces fonctions-là, elles sont dérivables aussi, et la dérivée, alors pour la dérivée de cosinus de u de x, ça sera moins sinus de u de x fois u' de x, et pour la dérivée de sinus de x, ça sera cosinus de u de x fois u' de x. Donc on retient les deux formules qui sont là, c'est cos de u c'est moins sinus u fois u', et sinus de u c'est cos u fois u'. En fait ça marche exactement comme toutes les fonctions avec des u qu'on a vues, c'est-à-dire on a vu racine de u, on a vu exponentielle u, on a vu ln de u. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que s'il y avait x tout seul, sauf qu'il faut remultiplier par u'. Je vous rappelle par exemple, ln de u, c'était 1 sur u, parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, mais fois u'. Donc là, ça se passe pareil. Alors, j'ai mis deux exemples. Donc, si vous prenez 3 sinus de 2x plus pi sur 4, on a donc du sinus de u de x, et ici, le u de x, c'est 2x plus pi sur 4. Donc, on va dériver avec la formule de sinus u, qui est cos de u fois u'. Donc, le 3, je laisse tranquillement devant. C'est une constante en multiplication, fois, donc, cosinus de u de x fois u', et la dérivée de 2x plus pi sur 4, c'est bien 2. Pi sur 4, c'est une constante. Et ça me fait ça, au final. Voilà, 6 cos de 2x plus pi sur 4. Pour cos carré de x. Alors, ici, en fait, cos carré de x, c'est cosinus de x au carré. Donc là, il faut voir cette fonction-là comme un u au carré. Et la dérivée de u au carré, eh bien, c'est 2u fois u'. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Vous avez cos de x au carré, donc la dérivée sera 2 fois cos de x fois moins sinus x, parce que moins sinus x, c'est la dérivée de cos de x. Donc, 2 fois cos de x fois moins sinus x, voilà la dérivée de g. Et je termine ce petit paragraphe par une propriété qu'il faut connaître, que j'ai déjà évoquée aussi, la limite de sinus x sur x qui vaut 1. Alors en fait, ça c'est une forme indéterminée, parce que si vous faites sinus x quand x tend vers 0, ça se rapproche de 0, x se rapproche de 0, ça fait du 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais en fait, on sait lever cette indétermination, la limite elle vaut 1. Et comment est-ce qu'on arrive à démontrer ça? Eh bien, c'est le fait de savoir que la fonction sinus est dérivable en 0. Je sais alors que son taux de variation en 0 possède une limite. Donc la limite de sinus x moins sinus 0 sur x moins 0 et possède une limite, et cette limite c'est le nombre dérivé en 0. Donc c'est le nombre dérivé de la fonction sinus en 0. Le nombre dérivé de la fonction sinus en 0 c'est cosinus de 0, parce que la dérivée de sinus c'est cosinus, et cos de 0 vaut 1. Donc, connaissant la limite de ce taux de variation, en fait, je connais la limite de sinus x sur x, parce que sinus 0 c'est 0, ça fait 0, donc c'est bien la limite de sinus x sur x. Et donc, on obtient que la limite de sinus x sur x fait bien 1. Voilà, je vous laisse regarder dans votre cours sur les dérivés. On avait déjà donné des fonctions où on obtenait des levées d'indétermination grâce au taux de variation ou au tas de croissement. Voilà. Alors, la suite. Les études plus précises des fonctions cosinus et sinus. Commençons d'abord par regarder leur sens de variation. Alors, les sens de variation de cos et de sin, c'est pas difficile. Il suffit de réfléchir à la définition sur le cercle trigonométrique, ou encore on peut dériver puis réfléchir au signe de la dérivée. Que vous fassiez l'un ou l'autre, c'est pas difficile. Par exemple, si je remonte ici pour cos, comment est-ce que je trouve que c'est décroissant sur l'intervalle 0π? Pour l'instant, on s'intéresse uniquement à l'intervalle 0π. Alors, si je retourne sur le cercle trigo, ici, eh bien, sur l'intervalle 0 est là, pi est ici. Quand x se balade de 0 à pi, eh bien, cosinus, ici au départ, il vaut 1. Ensuite, quand x vient par là, l'abscisse ici, elle diminue. Elle continue à diminuer jusqu'à moins 1. Donc en fait, l'abscisse, elle fait que de passer de 1 à moins 1 en diminuant.
Donc la fonction, elle est bien décroissante sur l'intervalle 0pi. Elle passe de 1 à moins 1. Elle passe en 0 quand x atteint, ici, pi sur 2. Bien sûr, si vous utilisez la dérivée, vous pouvez le faire aussi. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus x. Quand x est entre 0 et pi, le sinus est positif, et donc moins sinus x est tout le temps négatif. Et donc la fonction est tout le temps décroissante. Donc voilà deux façons de voir les choses. Et pour sinus x, eh bien c'est exactement pareil. Pour sinus x, si on réfléchit à ce qui se passe entre 0 et pi sur 2, le sinus, si vous regardez sur le cercle, il augmente. Il passe de 0 à 1, puis entre pi sur 2 et pi, il diminue, il passe de 1 à 0. Donc voilà la courbe qu'on obtient. Vous pouvez noter ici une tangente horizontale en pi sur 2, et puis en 0, on a ici une tangente qui est oblique. Et quel est le coefficient directeur de la tangente? Alors notre fonction c'est sinus x. Donc le coefficient directeur de la tangente c'est f' de 0, donc c'est cos de 0. Et donc ici, le coefficient directeur de cette tangente, cos de 0, c'est 1. L'autre aussi, on avait des tangentes ici, des tangentes horizontales en 0 et en pi. Effectivement, en 0, le nombre dérivé vaut 0, et en pi, le nombre dérivé, je pourrais mettre un 0 aussi ici. Bien. Alors, le reste de la courbe, eh bien, on sait que cos moins x égale cos x. Ça, on dit que la fonction est paire. Une fonction qui vérifie f de moins x égale f de x, on dit qu'elle est paire, et la conséquence graphique, c'est que la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour le sinus, sinus de moins x, c'est moins sinus x, donc en fait on a f de moins x qui vaut moins f de x, et dans ce cas-là on dit que la fonction est impaire, et la conséquence c'est qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine. Et donc, de ces deux symétries-là, comme on connaît notre fonction sur l'intervalle 0pi, nos deux fonctions, eh bien je vais pouvoir par symétrie tracer la partie sur moins pi 0. Donc voilà ce que ça donne pour cos x. Vous aviez ici cos x, et je peux tracer le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, parce qu'elle est paire sur l'intervalle moins pi 0. Voilà. Et pour sinus x, je connaissais sur 0pi, je trace le symétrique par rapport à l'origine sur l'intervalle moins pi 0, et j'obtiens donc la partie qui me manquait. Donc finalement, maintenant, les tracés, je les connais non plus seulement sur 0pi, mais sur moins pi à pi. On va voir maintenant comment étendre ça, même si vous l'avez déjà vu, je pense, mais on va voir comment étendre ça sur R tout entier. Et c'est la périodicité qui permet ça. Alors, on sait que pour tout x réel, on a cos de x plus 2pi égale cos x, et sinus de x plus 2pi égale sinus x. C'était déjà dans les propriétés qu'on avait données. Eh bien, ça, c'est la définition d'une fonction périodique de période 2pi. Alors, si ce n'est pas de période 2pi, on peut très bien parfois avoir des fonctions qui ont une période pi, qui ont une période 2, 3, etc. Mais en tout cas, si vous voulez montrer que c'est une période t, il faut montrer que f de x plus t est égal à f de x. Dans le livre, je vous donnerai quelques exercices où vous montrez qu'une fonction est périodique avec une période donnée. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a que si vous êtes à un niveau, à une abscisse x, vous rajoutez 2pi, c'est la même ordonnée, la fonction prend la même valeur. Donc graphiquement, ça a pour conséquence que les courbes de cos et de sin, elles sont invariantes par les translations de vecteurs 2pi i. C'est-à-dire que si vous rajoutez 2pi en abscisse, vous retombez sur la même valeur. Et donc, si on connaît la courbe sur un intervalle de longueur de pi, on peut la reproduire sur R tout entier. Il suffit de partir de cet intervalle-là, puis de rajouter 2pi, de rajouter 2pi, et comme ça, je peux aller aussi loin que je veux. Donc ici, je vous ai remis en rouge la courbe de sinus x, et si vous regardez, par exemple, pour ce x-là, vous rajoutez 2pi, eh bien, vous connaissez donc l'image de cette nouvelle abscisse. Et donc, si vous connaissez sur moins pi, pi, vous voyez qu'à moins pi, on retrouve bien la valeur qui est en pi. Et après, la courbe va se poursuivre comme elle est ici. Puisque si je rajoute 2pi, je retombe sur la même valeur. Donc voilà, ça c'est les courbes périodiques. On retrouve le même schéma toutes les périodes en fait. Voilà, donc je termine cet envoi ici.